êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, la Catalogne va-t-elle franchir le pas et déclarer son indépendance? Madrid menace la région d'une mise sous tutelle et appelle à des élections anticipées. L'Espagne peut-elle encore se sortir de cette grave crise institutionnelle par le dialogue? Et un dialogue avec quel arbitre? Volée de critiques après la visite de Donald Trump à Porto Rico, l'île est dévastée après le passage de l'ouragan Maria. Le président a-t-il saisi l'ampleur de la destruction? Et quels sont les liens entre Washington et cet État libre associé, autrement dit, pas un État américain à part entière? Petite phrase, gros dégâts, question. Entre un budget jugé favorable aux plus aisés et une loi travail vue comme pro-patronat, Emmanuel Macron fait face à un procès en mépris de classe. Est-il le président des riches? Franc-parler ou parler vrai céderait-il à une forme de populisme? Au Canada, la gauche se donne un nouveau visage. Jagmeet Singh, 38 ans, d'origine indienne et sikh. Est-ce une victoire pour les minorités? Est-il un rival inquiétant pour le Premier ministre Justin Trudeau? Et pour commenter, analyser, décrypter toute cette actualité, cette riche actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, auparavant en poste à Bruxelles et en Asie du Sud-Est. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nivikata. Marc Bassett, correspondant à Paris pour le quotidien espagnol El País, auparavant en poste à Bruxelles, Berlin, New York et Washington. Et puis Anne-Sophie Bellèche, chef du service éco-social de l'Usine Nouvelle, magazine hebdomadaire consacré à l'économie et à l'industrie, auparavant journaliste à l'hebdomadaire économique français Challenge. Merci à vous trois d'être en plateau pour commenter cette actualité. Vous savez, vous pouvez faire de même chez vous, nous faire part de vos commentaires, de vos questions sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque ou alors sur notre page Facebook. L'Espagne connaît sa crise la plus grave depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans. Dimanche dernier, les Catalans se prononcent pour leur indépendance. La police nationale réprime. Mardi, les Catalans sous le choc manifestent et déclarent une grève générale. Le roi s'exprime. Felipe VI est sorti de son devoir de réserve. Il a prononcé une courte allocution officielle, une allocution cinglante. Extrait. Avec leurs décisions, les dirigeants catalans ont systématiquement violé les règles approuvées par la loi et légitimement, démontrant une déloyauté inadmissible envers les pouvoirs de l'État. C'est la responsabilité des pouvoirs légitimes de l'État d'assurer l'ordre constitutionnel et le fonctionnement normal des institutions, l'état de droit et l'autonomie de la Catalogne, sur la base de la Constitution et de son statut d'autonomie. Des paroles dures, un ton ferme, un regard déterminé. En Espagne, le dernier discours politique d'un roi remonté à 1981, le père de Felipe, Juan Carlos, avait contré une tentative de coup d'État. Question qui se pose aujourd'hui, Marc, est-ce que le fils a été aussi efficace que le père? Est-ce qu'il a permis d'avancer dans le règlement de la crise ou au contraire, est-ce qu'il l'a aggravé? On va voir, parce qu'on est encore en plein ouragan, pour faire une comparaison. On ne sait pas comment ça va découler. Et en fonction du résultat, on pourra évaluer les paroles du roi Felipe ce jour-ci. C'est des paroles qui ont été, je crois, très appréciées par beaucoup de personnes en Espagne qui croyaient que la loi était violée en Catalogne, il fallait la rétablir, mais qui ont été aussi très mal perçues et très critiquées en Catalogne par beaucoup d'autres personnes qui ont cru qu'il y aurait pu avoir quelques mots d'empathie pour les victimes de la répression policière. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Pourquoi pas cette empathie et un appel au dialogue? Puisque c'est le rôle du roi de faire en sorte que le dialogue existe. Il faudrait lui demander, mais je crois qu'il a cru que son rôle était d'établir le cadre constitutionnel, le cadre de la loi. Et il a mis tout son accent dans cet aspect-là. Il n'a pas parlé de représailles policiales. Quelques autres personnes en Catalogne ont dit qu'il aurait pu parler catalan. Il parle catalan. Il parle apparemment très bien catalan. Il aurait pu se diriger aux Catalans. Il aurait pu critiquer le gouvernement catalan et se diriger aux Catalans qui sont indépendantistes, mais leur dire « Nous voulons que vous restiez en Espagne et que vous soyez contents d'être en Espagne ». Quelques personnes en Catalogne ont cru que ça manquait. Mais je vous dis, en Espagne, ça a été assez apprécié par beaucoup de personnes. Alors, évidemment, la crise en Espagne et en Catalogne est très suivie à l'international. La presse internationale a presque été un peu décontenancée par ce qui a été perçu comme de l'agressivité de la part de ce roi. Moi, j'avoue que j'ai été surpris par la dureté du message. Effectivement, clairement, le but, c'était de lancer un appel aux Espagnols qui ne veulent pas d'une indépendance de la Catalogne et aux Catalans qui n'en veulent pas non plus,
Cela dit, les mots d'empathie, me semble-t-il, ont manqué. Maintenant, ce que moi je ne mesure pas, c'est quelles étaient les attentes par rapport à ce discours et quelle était la marge de manœuvre du roi par rapport au Premier ministre. Parce qu'en réalité, le gouvernement étant engagé dans une politique qu'il faut bien appeler de répression, c'est-à-dire de faire respecter très durement l'ordre constitutionnel, est-ce que le roi pouvait se démarquer du Premier ministre? Il me semble que c'est là que ça se joue. On a quand même l'impression que ce discours a été sinon dicté, du moins imposé par le Premier ministre. Marc ? Effectivement, le roi en Espagne ne peut pas faire de la politique. Le roi est un symbole. C'est presque, j'ai cherché un peu, mais c'est comme le drapeau ou l'hymne. C'est un symbole du royaume d'Espagne, mais il ne fait pas de la politique habituellement. Et dans le passé, ça a été le cas. Les discours du roi, au moins, sont révisés par les gouvernements. Dans ce cas, on lui a reproché d'être trop près de la politique partisane du gouvernement du Parti populaire de Mariano Rajoy. Alors ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. On va voir maintenant dans un instant quelles sont les options qui s'offrent à l'Espagne et à la Catalogne. Mais je vous propose qu'on regarde tout de suite cette image. C'est l'image du jour, celle de centaines de milliers de Catalans réunis dans les rues de Barcelone. La manifestation se déroule en ce moment. On parle à peu près de 350 000 participants. On les avait peu entendus jusqu'ici, ceux qui ne veulent pas faire partie de cette Catalogne indépendante. Oui, moi j'ai l'impression que c'est un peu là le retour de ce qu'on n'entendait pas en fait, et je me demande si la voie, ça serait pas de gérer la situation pour le gouvernement de Madrid comme l'a fait Londres avec l'Écosse, et de modifier les choses pour qu'on puisse faire un vrai référendum. Parce que c'est pas parce qu'on a un gouvernement nationaliste dans une région que ça mène immédiatement à l'indépendance. D'ailleurs, Nicolas Sturgeon, elle a fait un référendum, elle a perdu. Aujourd'hui, elle ne veut pas en faire un deuxième parce qu'elle sait que si on en fait deux et que c'est non à chaque fois, l'affaire elle est close pour un bout de temps. On a l'expérience avec le Québec qui a fait un référendum en 80, en 95, et depuis la question ne se pose plus vraiment en fait. En tout cas, la question ne se pose pas du tout à Madrid. Le Premier ministre Mariano Rajoy a donné une interview à votre journal, à l'édition dominicale d'El País. C'est un nom ferme. C'est Madrid qui est arc-bouté sur la position légale, en appelant éventuellement à des élections régionales. Ça, c'est une option de sortie de crise? C'est une possibilité, mais maintenant, toute l'incertitude est de savoir quel va être le prochain mouvement dans cette partie d'échec. Parce que le gouvernement catalan se sent légitimé par la loi catalane approuvée, et non d'accord avec les lois espagnoles approuvées en septembre, qui dit qu'il faut appliquer le résultat du référendum qui a eu lieu d'une manière très compliquée, comme on a vu, le 1er octobre. Et cette loi dit qu'il faut appliquer le résultat. Ça veut dire, si on regarde cette loi de la catalane, il faudrait déclarer l'indépendance unilatérale. Avant de vous passer la parole, Richard, ce qu'il faut savoir, c'est que Madrid a interdit la session du Parlement catalan de lundi matin, une session qui a été repoussée à mardi, avec un ordre du jour qui est beaucoup plus flou. Est-ce que, Carles Puigdemont, est-ce que le gouvernement catalan va y aller vers l'indépendance? On ne sait pas. Il y a des options, il y a plusieurs options, mais en gros, il y a l'option de dire on applique cette loi, on déclare l'indépendance parce qu'on a gagné le référendum. C'est ce que dit un secteur important du gouvernement catalan et de l'indépendantisme. Il y a notre secteur, on pourrait dire, qui a pris peur. Parce que dans les derniers jours, on a vu les banques les plus importantes de la Catalogne sont parties. C'est pas que les banques ont fermé leurs bureaux, mais ils ont porté leur siège social à d'autres villes espagnoles. Il y a une certaine peur du monde économique parce qu'on voit que maintenant, c'est pas un bluff, l'indépendance. C'est sur le point d'arriver. Il y a on ne dirait pas une panique, mais on commence à prendre peur. Il y a un secteur du nationalisme catalan qui demande de mettre le frein pendant quelques jours. Bon, il y a une double bataille, me semble-t-il, que les nationalistes catalans, les indépendantistes, ont perdu cette semaine. La première, c'est qu'ils avaient gagné tout de suite après le vote la bataille des images. Ils semblaient l'avoir gagnée. En réalité, plus personne aujourd'hui ne parle des violences policières qui quand même n'ont pas été des violences policières de très grande ampleur. Quand on connaît des manifestations à Paris et quand on voit la répression policière à Paris, franchement,
franchement, on a même l'impression que ce n'était pas du même niveau. Donc aujourd'hui, cet argument-là semble avoir disparu. Deuxième élément, c'est qu'ils ont échoué au niveau européen. Ils étaient pour beaucoup persuadés qu'une petite porte s'entrouvrirait au niveau européen. Eh bien non, toutes les portes sont fermées. On va voir ce que ça donne au prochain sommet européen qui, je crois, a lieu le 18 et 19 octobre. Mais à l'évidence, tout le monde respecte la ligne, un seul interlocuteur, le Royaume d'Espagne. Est-ce que, on rappelle quand même le résultat du vote de la semaine dernière. Le oui a obtenu 90% des voix, ça représente à peu près 2 millions de oui. Le non 7,8%, taux de participation de 43%. Comment le gouvernement catalan, s'il décidait de ne pas y aller, peut convaincre cette base chauffée à blanc depuis ces violences de dimanche dernier? Comment est-ce qu'il peut le convaincre et faire admettre l'idée que peut-être c'est pas le bon moment? Si ça n'est pas le bon moment, si c'est le bon moment, on verra. Je crois qu'effectivement, le fait que l'Europe ne suive pas du tout, qu'elle n'a pas envie d'internationaliser le conflit, puisque d'un côté, il y a des actions illicites faites par les Catalans, il y a des actions violentes de l'autre côté. Donc pour l'instant, ils veulent que l'affaire reste hispano-espagnole, en fait. Et donc ils sont un petit peu coincés. Il y a une autre option, et c'est la menace de Madrid, c'est de déclencher l'article 155 de la Constitution, ce qui reviendra à mettre sous tutelle la Catalogne. Mariano Rajoy, dans l'interview que je mentionnais tout à l'heure d'El País, il fait référence. Est-ce que ça pourrait arriver? Ça pourrait arriver. Et ça serait une première en Espagne. Oui, je crois que le gouvernement espagnol attend le mouvement de pièces du gouvernement catalan. Attend de voir s'ils vont déclarer l'indépendance. Et alors, je suis dans la spéculation toujours, parce qu'on a vu dans cette crise que tout va très vite et des choses inespérées arrivent. Mais probablement, c'est alors, quand le président catalan ou le Parlement catalan déclarera l'indépendance, que le gouvernement espagnol va appliquer l'article 155. Je dirais, pour faire une comparaison, c'est deux options nucléaires. Aussi bien déclarer l'indépendance que appliquer l'article 155 de la Constitution, intervenir le gouvernement. Richard. Avec un élément qui peut apparaître, et je pense que c'est là-dessus que mise Rajoy et le gouvernement espagnol, c'est une sorte de fatigue. La peur, on la voit, la peur économique, et la fatigue d'un certain nombre de gens qui vont se dire, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle, et est-ce que se lancer dans une lutte de longue haleine, parce qu'elle sera de longue haleine, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc on voit que finalement Rajoy, dont on disait qu'il menait une partie presque désespérée, pour l'instant il semble tenir la barre. Sur l'option des élections, parce que Madrid appelle aussi à des élections régionales en Catalogne, pourquoi pas des élections à l'échelle du pays? Ça pourrait arriver, peut-être que ça serait la manière de clarifier cette crise, qui n'est pas une crise seulement catalane, une crise espagnole. Et il y a des divisions politiques aussi au niveau de l'Espagne. Quand il y a 2 semaines, le gouvernement espagnol a demandé au Congrès des députés le support des autres partis pour prendre des mesures contre le référendum, il n'a pas obtenu le support du PSOE, du Parti socialiste, ni d'aucun autre parti, seulement du Ciudadanos, le parti centriste libéral. Ça veut dire, c'est un reflet qu'il y a aussi une forte division en Espagne. Hier, on a vu des manifestations à Madrid, 2 manifestations, une très massive, on pourrait dire, du nationalisme espagnol, mais pas très loin de là. Une autre avec des drapeaux blancs et des t-shirts blancs qui demandaient le dialogue, nous voulons parler. Alors on dit nous voulons parler, pas seulement en Catalogne, mais aussi à Madrid. Au reste de l'Espagne, il y a beaucoup de personnes qui veulent une solution négociée et pacifique à cette crise. Mais lancer des élections à l'échelle espagnole, c'est peut-être risqué aussi. On se souvient que le pays est resté sans gouvernement pendant 10 mois. Est-ce que ça entre en ligne de compte? Je ne crois pas que c'est l'option préférée du gouvernement espagnol, et moins dans ce moment où ils ont besoin d'être dans la barre des contrôles. Mais une des multiples options possibles, ce serait une motion de censure contre Rajoy. Mais ça exigerait une alliance des socialistes qui, je crois, que ne sont pas maintenant disposés à le faire, avec la gauche de Podemos et d'autres partis. Sur l'aspect économique, donc on le disait, il y a des banques qui ont décidé de déménager, des entreprises qui l'envisagent aussi. Il y a une espèce de débandade peut-être face à la crainte, mais la zone euro a aussi encaissé le coup le lendemain du vote. L'Europe, et vous l'évoquiez tout à l'heure, ne peut pas ignorer ce qui se passe en Catalogne. Non, surtout que la Catalogne, c'est non seulement une région assez riche, enfin, c'est 19% du PIB espagnol, mais c'est une région très exportatrice, donc les liens sont très forts avec le reste de l'Union européenne. Donc ça paraît impensable d'avoir à reconstituer tout cela. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, c'est une région riche, mais il y a aussi une fragilité, parce qu'il y a une dette publique très importante de la Catalogne, qui est de l'ordre de 70 milliards
milliards. La dette contractée par la collectivité. Et aujourd'hui, les actions des obligations catalanes sont classées en spéculatif, en fait. Donc elle a du mal à se financer sur les marchés financiers. Et récemment, au mois d'août, ils ont fait appel à un fonds central qui est espagnol, de 5 milliards. Pour rembourser sa dette. Donc c'est aussi un moyen de pression, peut-être aussi, ça sur la Catalogne. C'est une région riche, mais endettée, parce qu'elle a fait des investissements. Quant aux entreprises, je pense qu'elles ne vont pas toutes partir comme ça. Il y a des usines automobiles en Catalogne, enfin, ce n'est pas des choses qu'on déménage. Donc effectivement, comme vous disiez, les sièges sociaux peuvent bouger, mais l'activité ne va pas s'écrouler comme ça. C'est plus les échanges qui posent question. Oui, avec un impact extrêmement lourd, c'est quand vous déménagez le siège social, in fine, vous déménagez les impôts que vous payez. Et donc, la région autonome de Catalogne, potentiellement, va perdre une base fiscale très importante avec le déménagement de ses institutions financières. Donc, ça a de quoi faire réfléchir. Et symboliquement, c'est très important. La Caixa, par exemple, la grande banque caisse d'épargne catalane, qui est un symbole presque comme le Barça, comme le Football Club Barcelone, comme symbole de la catalanité. Le fait qu'elle déménage, c'est symboliquement, c'est un coup. Pour conclure sur ce thème, donc on voit qu'il y a cette poussée indépendantiste en Catalogne. On voit que la réponse, on les entendait peu, mais il y a une réponse aujourd'hui qui est une réponse unioniste. Les Espagnols, tout d'un coup, brandissent le drapeau. On avait des images de discothèques à Madrid où on passe l'hymne espagnol. Est-ce que là, il y a un danger avec cette montée d'un nationalisme en Espagne, peut-être, Richard ? Je ne sais pas s'il y a un danger, vous voulez dire de confrontation ? Le nationalisme en tant que tel, quand cette situation d'une indépendance de sécessionnistes qui provoque en contrepartie... Pour l'instant, ce qui me frappe, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que certes, le ton monte entre les dirigeants, mais entre les gens, dans la rue, les choses se passent et continuent de se passer plutôt bien. Moi, j'ai vu des images où on voyait même remonter les Ramblas par des gens avec le drapeau espagnol. Je pense qu'on n'en est pas encore à ce niveau de confrontation, disons, populaire. Marc, je peux vous me êtes tromper. d'accord avec ça ? Il y avait un nationalisme espagnol depuis longtemps, et on peut faire l'histoire de l'Espagne qui a eu une histoire saignante et obscure avec le nationalisme franco, par exemple, mais qui était endormi. Et je vois des signes que ce nationalisme se réveille. Et pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Après des années de drapeau catalan, l'autre côté, le nationalisme appelle le nationalisme d'une certaine manière. Est-ce que l'Espagne, qui est une jeune démocratie de 40 ans, est en danger en ce moment ? Pardon ? Est-ce que l'Espagne, qui est une jeune démocratie, qui a 40 ans, est-ce que cette démocratie est en danger avec ce qui se passe là, potentiellement ? Je ne crois pas encore qu'on puisse dire qu'elle est en danger. Il faut espérer qu'il y aura que cette démocratie, cet état de droit, cette constitution, a les mécanismes pour résoudre cette crise. Parce que si la démocratie espagnole n'a pas les mécanismes pour résoudre ça, je ne sais pas, d'autres conflits plus compliqués, plus graves, et je pense Israël-Palestine, mais beaucoup d'autres pourront être résolus. Et donc on observera attentivement ce qui va se passer mardi à 18h au Parlement catalan, avec un ordre du jour qui est plutôt vague dans l'intitulé. Il porte sur la situation politique. On verra ce qui se passera à ce moment-là. Je vous propose qu'on traverse l'Atlantique. On va se rendre auprès de Donald Trump, qui, vous allez le voir, a troqué le golf, son sport préféré, pour le basket. Des paniers à 3 points avec des lancers de rouleaux lancés à des sinistrés de Porto Rico. Mardi, le président américain s'est rendu sur l'île dévastée après le passage de l'ouragan Maria, un déplacement assez surréaliste. À la manière d'un basketteur, Donald Trump lance des rouleaux d'essuie-tout aux sinistrés. C'est l'image qui restera de sa visite à Porto Rico. Porto Rico est un État associé aux États-Unis. Ses 3,5 millions d'habitants sont des citoyens américains. Mais pour Donald Trump, Porto Rico, c'est avant tout une île au milieu de l'océan. This is an island surrounded by water, big water, ocean water. Toujours largement privés d'électricité et d'eau potable, les habitants et les autorités de Porto Rico se sentent délaissés par Washington. L'administration nous a demandé des informations. Je pense qu'on leur a donné assez d'informations. Regardez ça. Vous pensez que ça a assez de poids? Si quelqu'un nous écoute, nous sommes en train de mourir. 2 semaines après l'ouragan, le président s'est rendu sur l'île. Face à la presse, Donald Trump a déploré le coût de la catastrophe.
Je déteste te le dire, Porto Rico, mais tu déstabilises notre budget parce que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour Porto Rico. Et c'est tant mieux, nous avons sauvé beaucoup de vies. Il a aussi semblé minimiser les conséquences de l'ouragan Maria. Si vous regardez une vraie catastrophe comme Katrina et que vous voyez son bilan terrible, des centaines et des centaines de morts, puis que vous regardez ce qui s'est passé ici, quel est le décompte déjà? 17 morts? 16. 16 morts officiels, 16 morts contre des milliers. Finalement, ce mercredi, Donald Trump a dit qu'il demanderait au Congrès d'approuver une aide d'urgence de plus de 10 milliards d'euros et qu'il envisagerait un effacement partiel de la dette de l'île. Et le bilan provisoire est désormais de 34 morts. Sur l'échelle de Saffir-Simpson, on en est à combien avec l'ouragan Donald après son passage sur Porto Rico? Je crois pas mal, mais moi, en fait, quand j'entends Puerto Rico, je pense tout de suite à West Side Story. C'est trouvé un peu ridicule, mais quelque part, j'ai repensé à ça. Et en fait, je trouve que ça dit pas mal de choses sur la relation de l'Amérique à Puerto Rico, puisque donc c'est l'histoire d'une communauté portoricaine à New York qui déjà ne se sent pas, se sent mal accueillie. Dans la fameuse chanson America, les filles disent Nobody knows in America. Puerto Rico is in America. Et donc, en fait, Donald Trump, il a quelque part traduit un peu cette distance avec le pays, avec sa maladresse habituelle, avec son manque d'empathie totale. Parce que c'est comme s'il disait quelqu'un qui a le cancer, tu as un cancer, mais il y en a qui en ont deux. Ça n'arrange pas les choses. C'est même plutôt pas très efficace. C'est un fiasco, cette visite présidentielle à Porto Rico. Ça a été beaucoup commenté comme ça sur Twitter. Est-ce que c'est vraiment un fiasco? Moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mépris. Je veux dire, franchement, quand on voit la manière dont il se comporte, le lancer de Kleenex, la référence qu'il fait au nombre de morts, sans même dire que Katrina avait été absolument désolante. La gestion de Katrina avait été désolante pour l'État fédéral américain, qui avait géré ça de manière absolument désastreuse. Donc, dans tous les moments de cette visite, il affiche ce qui est un mépris. Il présente cette île entourée d'eau. Enfin, en gros, j'oserais même dire, c'est le mépris pour les indigènes. Vivement que je retourne à la civilisation, c'est-à-dire à New York ou à Mar-a-Lago, sa résidence de Floride. Sous-entendu, si je vous comprends bien, un petit rapport un peu colonialiste entre Washington et... Alors, mais pire que colonialiste. Colonialiste, ce serait paternaliste, c'est-à-dire vous êtes les nôtres, on va vous aider. Là, c'est même pas ça, c'est en gros, vous êtes rien. Mais en fait, j'insiste, je pense qu'il fait écho à ce que pensent les Américains. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière, je crois le 5 octobre, qui montrait qu'il y avait à peu près 2 tiers d'Américains qui pensaient qu'on en faisait encore trop pour Porto Rico. En fait, donc il traduit un peu ce sentiment-là avec le poids d'un éléphant tel qu'il... Donc ça veut dire que là aussi, parce que souvent quand on analyse soit les mots, soit les actes de Donald Trump, pardon, les analyses, on sait qu'il parle à son électorat. Est-ce que là aussi, d'après ce que vous nous dites, finalement, c'est à son électorat qui s'adresse et que ça, il n'y a pas de choc? Ce qu'il dit, parce que factuellement, c'est pas faux ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y a eu 30 morts, il y en a eu plus de 1000. Mais c'est des choses qu'on dit dans un discours technique, qu'on peut dire avec la police sur place. C'est pas des choses qu'on va dire dans un discours pour réconforter une population. Donc pourquoi il dit ça? Je pense qu'il s'adresse plus largement, ou alors son surmoi s'exprime auprès du reste de l'Amérique. Marc, vous étiez correspondant aux États-Unis jusqu'au printemps dernier, donc ça fait 6 mois que vous avez quitté les États-Unis. Comment vous analysez, vous, qui avez vu arriver Donald Trump à la Maison-Blanche, une visite comme celle-là? Je crois que Porto Rico a un statut spécial aux États-Unis. C'est presque une colonie. Ça appartient pas aux États-Unis et c'est pas indépendant. Et ça se reflète dans le traitement, pas seulement que Donald Trump, mais que l'establishment politique américain dans Porto Rico. Porto Rico, par exemple, n'a pas de membre du Congrès américain. Il a un membre comme observateur, mais ils n'ont pas de représentation. Il y a un grand débat au Porto Rico pour avoir un statut d'État, pour être le 51e État et avoir tous les pleins droits. Mais aussi, le Porto Rico, par exemple, ne paye pas d'impôts, par exemple. Certains impôts ne sont pas payés au Porto Rico. Il y a aussi, il faut voir le contexte, c'est une crise financière horrible. Le Porto Rico, c'est la Grèce pour la Grèce des Caraïbes. La Grèce des Caraïbes ou la Grèce des États-Unis, où il y a une crise de dette incroyable et la situation est catastrophique. Il y a plus de Portoricains qui habitent sur le territoire continental des États-Unis qu'au Porto Rico. Et là, ils sont une force politique qui, évidemment, ne vote pas pour les républicains, mais vote pour les démocrates. Alors, je crois que tous ces détails peuvent aider à expliquer la réaction. Le statut de l'île est très bizarre parce qu'en fait, ils votent aux primaires des grands partis républicains pour l'élection présidentielle et après n'ont pas le droit de voter pour le président qui est choisi dans les primaires. Donc mais quand même, tout ça n'excuse pas les gestes, les mots et la manière d'être. On a quand même un président qui
c'est la plutocratie absolue. Enfin, quand on voit ces images, notamment se lancer de... Imaginer qu'un président français fasse ce genre de choses, qu'un dirigeant européen fasse ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment... Là, on dépasse quand même la mesure et moi, je trouve ça très affligeant. On va regarder la une du quotidien portoricain Primera Hora qui titrait mercredi sur cette visite présidentielle qui a duré quelques heures, 4 heures. Il nous laisse avec la même chose. Il y a un jeu de mots là, autour du mot rouleau de papier. L'idée de départ, c'était de redorer le blason de Donald Trump. Les portoricains sont excédés par la lenteur de l'aide. Certaines critiques disent même qu'ils n'auraient pas saisi l'ampleur de la destruction. Là, c'est encore un autre niveau, on pourrait dire. Je pense qu'il a dû la voir sur place, hein, mais qu'effectivement, il estime... D'ailleurs, il l'a dit, c'est à vous de vous prendre en charge, de prendre en main. Enfin, parmi toutes les choses sympathiques qu'il leur a dit, c'est en gros, retrouvez-vous les manches. Puis bon, on verra après ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que comme ils sont déjà dans vous l'avez dit, une crise financière énorme, avec une dette monstrueuse, qui est d'ailleurs détenue à 40% par les portoricains eux-mêmes. Donc, en fait, ils sont victimes sur leur budget, puis ils sont victimes aussi, éventuellement, s'il y a une restructuration de la dette, ça va être les premiers à en pâtir. Justement, Donald Trump a promis d'annuler une partie de la dette, mais en fait, c'est une fausse bonne idée. Il l'a dit, mais il ne peut pas le faire tout seul comme ça. Je pense à des règlements internationaux, enfin, c'est assez compliqué à gérer. On va sans doute s'acheminer vers ce scénario. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être. Vous le disiez tout à l'heure, Porto Rico est un État libre associé. En juin dernier, la population s'est prononcée en faveur du statut d'État à part entière, c'est-à-dire un État comme la Californie, disons. C'était un vote purement consultatif qui a été marqué par une très forte abstention. Concrètement, qu'est-ce que ça changerait? Parce que vous avez souligné les spécificités les uns et les autres de Porto Rico. Mais concrètement, est-ce que Washington pourrait voir arriver, ajouter une étoile à son drapeau? Ça paraît assez peu probable. Oui, la dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'est 58 avec l'Alaska et le Hawaï. Ça pourrait arriver, ça comporterait des devoirs et des droits pour Porto Rico que Porto Rico n'a pas maintenant. Et entre d'autres droits, le droit de voter, le droit d'avoir une représentation dans le Congrès et dans le Sénat, c'est pas peu pour participer dans la vie. Aussi de se sentir inclus dans la vie américaine, la vie politique américaine. Oui, je pense que ça ferait de l'inclusion. Et puis peut-être ça donnerait lieu à une politique plus réfléchie. Parce qu'en fait, la crise financière de Porto Rico, elle vient du fait que les entreprises avaient une exemption fiscale qu'on a retirée. Donc les tas d'entreprises sont partis. Donc c'est une politique un peu de gribouille. Et en plus, comme c'est pas très bien géré les finances publiques derrière, ça a aggravé les choses. Mais c'est aussi parce qu'on en est dans des statuts... bizarre. Oui, on ne peut pas dissocier cette approche pour le moins rugueuse de Donald Trump de son approche générale anti-latino aux États-Unis. Je veux dire, il est anti-mexicain, anti-portoricain. Donc il donne libre cours, au fond, à cette rhétorique pour cet électorat petit blanc, on pourrait dire, qui est son électorat, sur le thème « ça suffit de dépenser pour eux ». Non, et aussi, je crois, en général, la frivolité absolue de Trump, mais dans tous les aspects. Quand il parle de la Corée du Nord et quand il parle de Porto Rico, pour lui, la présidence, c'est un grand show télévisif. Alors, il va au Porto Rico et il ne prend pas mesure de la gravité des faits sur place, de la même manière qu'il ne prend pas la mesure de la gravité des faits en Asie avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il jette des rouleaux de papier, c'est tout. Et je pense que s'il avait pu, il aurait terminé, comme il disait dans son show télévisé, « You are fired ». Vous êtes viré. S'il l'aurait pu, il l'aurait dit aux portoricains. Alors, un show télévisé, ça marche le temps que ça marche. Là, je vais vous faire réagir sur ce sondage qui est paru. C'est juste avant sa visite à Porto Rico. C'est un sondage de l'agence Associated Press. Seuls 24% des Américains croient que leur pays va dans la bonne direction. Il s'agit d'une baisse de 10 points depuis juin. Et chez les Républicains, l'optimisme est passé de 60% en juin à 44% maintenant. C'est une chute de 16 points. Alors, on le sait, les sondages valent ce qu'ils valent. Mais est-ce qu'il y a peut-être un côté un peu inquiétant là pour Trump ? Je ne sais pas si l'opinion publique américaine est en train de se détacher de lui. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie de son électorat, on pourrait dire la partie la plus raisonnable de son électorat, s'inquiète quand même énormément de cette frivolité. Sauf qu'en même temps, quand on regarde du côté de la base semble être assez satisfaite. Donc il faut mesurer si cette base, elle continue d'être solide derrière lui. Tu sais, la difficulté aujourd'hui avec Donald Trump, c'est de savoir vraiment qui le soutient encore, et à quel point. Je pense que les gens voient aussi qu'au-delà des tweets, qui effectivement sont assez ravageurs, que les projets n'avancent pas. Je veux dire, l'assurance santé n'a pas débouché, la grande réforme fiscale, on l'attend toujours et elle n'est pas du tout financée. Donc ça patine aussi parce que les actions, ça a du mal à s'inscrire un peu dans le réel, ces projets, je pense.
Marc, d'un mot pour conclure. Oui, je crois que la présidence de Trump, jusqu'à maintenant, c'est un échec sur le plan politique, parce qu'il n'a réussi rien de ce qu'il voulait faire, ou il a réussi à moitié, et peut-être que c'est une bonne nouvelle qu'il n'ait pas réussi. Mais c'est un grand succès au niveau, comme on disait, du show, parce qu'il fait un grand show chaque jour sur Twitter, sur les télés, à Porto Rico et en Corée. Sur le plan politique extérieur, cette fois, c'est à l'agenda de la semaine qui arrive. Donald Trump est attendu dans les prochains jours sur un dossier chaud. Il pourrait refuser de certifier au Congrès que Téhéran applique bien l'accord sur le nucléaire, comme il est tenu de le faire tous les 90 jours. Et d'après la presse américaine, il serait proche d'un revirement majeur. Il faudra parier qu'on risque de reparler de Donald Trump, peut-être même déjà dès dimanche prochain. Oui, et avec l'Iran et la Corée du Nord, ce ne sont pas des rouleaux de tissu en papier qu'ils s'envoient. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et je vous propose, à vous qui nous regardez, de bien patienter, puisque Dilemme y revient sur cette question. Le dessin vaut le détour. On passe en France. Emmanuel Macron nous aurait-il tous jeté de la poudre de perlimpinpin aux yeux? Le président français fait régulièrement parler de lui en raison de son langage. Il lui arrive de s'exprimer brutalement. Florilège. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils ne peuvent pas avoir des postes, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Quoi ça hein? Ah non, c'est en maillot, c'est quoi ça Par exemple, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Alors, on va analyser ces petites phrases sous deux angles. Tout à l'heure, sous l'angle politique, qu'est-ce que ça veut dire de la pensée de Macron? Mais déjà, sur le langage, qu'est-ce qui se passe là? Il se lâche ou c'est des dérapages contrôlés et il sait où il va? Moi, je voudrais quand même faire une différence entre la dernière phrase sur ceux qui foutent le bordel, enfin la dernière dans l'actualité, et les précédentes. Parce que la dernière phrase, elle est en quelque sorte volée. Il la prononce au président il la donne au président de la région Aquitaine qui est avec lui. Ça aussi, elle est volée. Non, j'ai pas. Elle pas une déclaration officielle. Il y a une caméra donc, qui traite. Faisons quand même. Voilà. C'est un petit peu gênant de mettre côte à côte ce qui sont des déclarations publiques. C'est du vol avec des caméras qui sont bien visibles. On est d'accord, mais c'est quand même pas tout à fait fait du même type. Mais à part ça, je crois qu'il dit ce qu'il pense. Voilà, c'est ce que pense Emmanuel Macron d'un certain nombre, soit de Français, de situations. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'empathie pour essayer de régler les problèmes, mais il voit clairement la société en deux groupes. Ceux qui se battent pour réussir et qui peuvent réussir parce qu'ils se battent, et ceux qui ne se battent pas et qui ne sont rien. Est-ce qu'il dit aussi tout haut, ce que certains pensent tout bas? Mais moi, je crois que c'est pas du mépris de classe. Enfin, effectivement, c'est son opinion. Vous avez raison. Foutre bordel plutôt que d'aller travailler. Mais franchement, Sylvia, vous avez jamais entendu une caissière de Monoprix, un gardien d'immeuble vous dire ça? Donc c'est pas une question de classe, c'est une question. Voilà, il a une vision de la société qui doit être mobile et que si des activités effectivement s'arrêtent là, il faut aller ailleurs. Alors après, c'est pas forcément évident parce que voilà, quand on s'éloigne de 60 km de chez soi, on n'a peut-être pas forcément les soutiens familiaux, etc. Mais c'est pas une question de classe en fait. C'est plus sa vision. Allez-y, Marc. Non, mais je crois que c'est les mots qui révèlent les mots de quelqu'un qui a réussi, toujours réussi, et qui s'est battu aussi dans sa vie, mais qui a toujours réussi. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas toujours réussi. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes, beaucoup de personnes ont eu des contraintes dans leur formation, dans leur éducation, et ne comprennent pas ces mots. Il y a une comparaison qui est apparue aussi. Vous allez voir cette une de Libération, elle va apparaître. Le fils caché de Sarkozy, c'est en une vendredi cette semaine pour le quotidien français. C'est le nouveau Sarkozy. On se souvient de Nicolas Sarkozy. Il y a des petites phrases qui lui collent encore à la peau, des petites phrases qui ont été assez mal vécues aussi. Je pense que toutes ces petites phrases, elles sont quand même pas mal instrumentalisées par une opposition qui se réduit aujourd'hui surtout à l'extrême gauche, qui voit l'occasion d'en mettre en cause les vrais éléments sur lesquels ils ne sont pas d'accord, c'est-à-dire le projet fiscal qui est sorti avec la cristallisation sur l'ISF, parce que le président des riches, Sarkozy, c'est ça, c'est la suppression de l'ISF, qui est un sujet ultra sensible en France. L'ISF que Sarkozy lui-même n'avait pas supprimé, en revanche. D'après Emmanuel Macron et ses proches, ce mode d'expression, dire foutre au lieu de faire, il y a ça aussi, puis la façon de dire les choses et le fond des choses, c'est en fait pour ne pas céder du terrain aux populistes, en fait, pour parler ce langage qui est plus compris des Français, nous dit-on. Est-ce que, du coup, Emmanuel Macron, en faisant ça, cède lui-même aussi une forme de populisme ?
Je crois que le risque, c'est que cette expression continue avec la division entre la France qui gagne et la France qui perd, pour résumer. Et c'est la division que font les populistes aussi, de dire, lui, il est le président, bon, la vie des riches, des gagnants, et il oublie la moitié de la France. Je crois que c'est, dans l'aspect où c'est divisif, peut-être que c'est populiste, oui. Ce que je trouve inquiétant, c'est qu'il semble prendre goût à l'antagonisation. Parce qu'il répète sans arrêt les mêmes phrases. Et donc, il est en train quand même d'installer l'idée qu'il y a une France qui est prête à se battre, prête à bosser, pour employer un terme qu'il pourra employer, et une autre qui n'est pas prête à le faire. Eh bien, pour celle-là, tant pis. Et ça, je me demande si ce n'est pas déjà, on n'est qu'au début du quinquennat, mais un calcul électoral. C'est-à-dire qu'au fond, ma politique, là, celle qu'il mène actuellement, va réussir à réembrayer, à faire redémarrer la France. Donc le nombre de gens qui vont en profiter va augmenter. Il y aura toujours des laissés pour compte. Cela, ce n'est pas la peine de travailler pour eux, parce que de toute manière, ils ne voteront pas pour moi. Concentrons-nous sur ceux qui voteront à la prochaine élection présidentielle pour Emmanuel Macron. Ça, je trouve ça très inquiétant de la part d'un président de la République en début de mandat, si c'est sa pensée. Vous êtes d'accord avec cette analyse, oui, c'est vrai, mais du coup, c'est un calcul effectivement à long terme. Oui. Parce qu'on a tendance, que les gens voient aujourd'hui, c'est il y a 3,5 milliards en moins avec l'ISF. Et puis la taxe d'habitation, ça va être sur 4-5 ans. Ça sera 10 milliards quand même. Donc finalement, président des riches, oui. C'est-à-dire pour les riches, c'est tout de suite, en fait. Et pour les classes moyennes, ça va être un peu plus graduel. Alors peut-être qu'ils misent effectivement sur un effet d'entraînement. Mais il faut tenir, hein, effectivement. Pour revenir sur l'accusation, le procès qui lui est fait de mépris de classe, donc vous nous disiez, vous ne pensez pas qu'il y a un mépris de classe chez Macron. Marc, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question-là? Parce que c'est ce qui revient souvent maintenant. Oui, mais je crois que les classes sociales, maintenant, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est l'éducation aussi. Et je crois qu'il y a effectivement en France une classe très éduquée dont Emmanuel Macron est le maxime représentant, éduqué à l'ENA, aux meilleures écoles, très cultivé, et une France qui n'a pas eu accès à ces réseaux d'éducation et qui n'est pas la France. Macron, dans cet aspect, oui, il y a un aspect de classe, je crois. Je ne suis pas sûr, en l'occurrence, que dans le cas de Macron, on puisse parler de mépris. Alors, il y a eu le mépris sur les kwassa-kwassa. Là, typiquement, il y a un mot extrêmement regrettable. Pour le reste, quand il dit, effectivement, il y en a qui foutent le bordel, qui ferait mieux d'ailleurs... Bon, on n'est pas dans le mépris, on est dans une parole populaire dont peut-être un président de la République devrait faire l'économie. Reste que ces petites phrases... On n'est pas dans l'insulte. Ces petites phrases visent toujours les mêmes, c'est-à-dire Absolument. les ouvriers, mais parce etc. que je crois qu'il le pense vraiment, il le pense vraiment, et peut-être derrière, y a-t-il un calcul politique. Il veut être, au fond, le président de la bourgeoisie, de la grande à la moyenne bourgeoisie, les autres, qu'ils aillent voter pour quelqu'un d'autre. Anne-Sophie ? Disons qu'il faut attendre un peu de voir les autres réformes qui vont arriver derrière, puisqu'il y a des réformes sur l'assurance chômage, sur la formation, qui peuvent peut-être donner une autre perception de son projet. Mais pour l'instant, oui, c'est mal perçu par les classes populaires. Marc ? Oui, si on nous avait dit il y a quelques mois que maintenant on discuterait sur les petites phrases, en réalité c'est un grand succès pour Macron. Je veux dire, on ne discute pas sur les grandes mobilisations dans la rue, sur l'échec de la réforme du Code du travail, mais la grande polémique française maintenant, c'est des petites phrases. Ça veut dire que peut-être il n'y a pas de problèmes aussi graves en France à ce moment qu'on parle de... C'est le cas ou pas? Parce que vous soulevez un point intéressant. Il n'y a pas de si grands problèmes en France, comme le dit Marc? Alors, est-ce que les problèmes en France, il y en a effectivement pas tant que ça. Moi, je crois que les mesures qui sont prises peuvent réveiller économiquement la France. En plus, il a la chance de les prendre dans une conjoncture économique positive. Or, c'est le bon moment de faire ce genre de mesures. Le grand défi, c'est celui qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le défi fiscal. Quand vous faites autant de cadeaux, qu'ils soient aux riches ou aux autres, mais surtout aux riches, vous avez autant moins de recettes. Donc comment vous allez faire pour les compenser? Il va falloir serrer les boulons. Mais un point quand même, et là aussi de la stratégie politique, avec ce genre de petites phrases, systématiquement, il met son gouvernement en position difficile. Et je crois qu'il veut ça. Il veut mettre son gouvernement un peu... Il veut mettre la pression sur tout le monde en permanence. Et la petite phrase, il se met la pression sur lui-même, mais là, il l'assume, mais il met la pression sur ceux qui l'entourent. Oui, il paraît qu'il se réveille la nuit, qu'il envoie des textos à 2h du matin à tout le monde. Donc... Non, je crois que son obsession, c'est de faire en sorte que tout le monde reste mobilisé et il assume, reconnaissons-lui au moins le fait qu'il assume. Est-ce qu'on voit qu'en France, les inégalités sociales s'accroissent? Est-ce qu'avec cette politique-là, avec les risques qu'elle pourrait engendrer, est-ce que ces inégalités sociales ne vont pas s'accroître encore? Et dans ce cas-là, est-ce que ça n'est pas un boulevard pour les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche? Les grandes inégalités, en fait, c'est le problème de l'emploi en France. Les gens pauvres sont des gens qui sont au chômage, en fait. Donc, le calcul d'essayer d'augmenter le taux d'emploi,
c'est celui-là qui peut essayer de réduire les inégalités. Et c'est ce calcul-là qui est fait à long terme. Au niveau du marché du travail, est-ce qu'effectivement ce qu'il propose va relancer l'emploi? Parce que finalement, le fond du problème est là. Ce serait au moins le second président qui serait jugé sur l'emploi. Sur la réforme, personne ne pense que ça va relancer l'emploi à court terme. Hein. Ce sont des réformes de long terme. Donc ce qui va relancer, c'est le cycle économique. Là, on était sur 1,7, là les prévisions c'est 1,8, donc c'est ça qui va engranger l'emploi et peut-être la confiance effectivement des employeurs un peu qui apprécient cette réforme-là, mais en soi c'est pas créateur d'emploi. Richard? Oui, derrière il y a évidemment une donnée politique, c'est qu'il y a la protestation populaire, le mécontentement populaire, mais la question c'est qui le représente. 2 personnes actuellement, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. 2 personnes qui, de toute manière, font peur à une grande partie de la classe moyenne, pour des raisons différentes. Donc, l'intérêt objectif d'Emmanuel Macron, c'est de pousser Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, de faire en sorte que ce soit eux deux qui se disputent, en gros, l'adversité, parce que là, il sait que, quantitativement, il a des chances de l'emporter. Marc, vous qui êtes arrivé en France depuis assez peu de temps, finalement, depuis quelques mois, c'est un nouveau président qui arrive. Les autres, on les connaissait bien. Vous, avec votre regard peut-être un peu plus distancié, ce début de présidence d'Emmanuel Macron, comment vous la voyez? Non, précisément, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment des accidents ou des problèmes graves pendant ce temps. On se rappelle, bon, j'étais pas ici, mais François Hollande a eu des attentats, a eu une crise économique brutale pour l'instant, pendant ces 5 mois. Oui, les sondages baissent, il y a un débat, il y a des manifestations, mais il n'y a pas... Emmanuel Macron n'a pas dû affronter une véritable crise encore dans sa présidence. C'est pour ça qu'on parle pendant une semaine d'une petite phrase prononcée dans une usine ou pendant une rencontre dans la rue. C'est peut-être très français, ça aussi? Oui, mais je crois que c'est plutôt l'époque qui veut ça, les réseaux. Il n'y a pas qu'en France, à mon avis, qu'on commence à petite phrase. Si on revient donc à cette parole macronienne, cet été, il a gardé le silence, il avait dit qu'il parlerait peu. Ça a été plutôt mal perçu par les Français, en tout cas c'est ce que semblaient indiquer les sondages. Depuis, il a renoué avec la communication. Ça passe forcément par les médias avec lesquels il entretient des relations un peu distantes, on peut le dire. Vous qui êtes correspondant à Paris, comment ça se passe maintenant avec l'Élysée? Est-ce que les choses ont beaucoup changé? Non, en ce qui nous concerne, les correspondants étrangers, je parle sous le contrôle de Marc, ça n'a pas changé depuis le début. Il a fait un geste qui était de donner sa première grande interview, c'était sur l'Europe et sur le monde, il l'a donné à la presse européenne, enfin on était une dizaine de correspondants européens. Les contacts avec lui en direct, il n'y en a pas, enfin à ma connaissance. Ses conseillers nous parlent. J'ai l'impression qu'il a une bonne image de la presse internationale, qu'il soigne plutôt la presse internationale, laquelle le lui rend bien. L'économiste, l'hebdomadaire financier britannique, lui a consacré sa couverture en des termes extrêmement élogieux. Donc le malaise, il est entre les journalistes français, et notamment la catégorie particulière des journalistes politiques français, et Emmanuel Macron. Et il faut remettre le logiciel des uns et des autres, accorder les logiciels? Lui, je suis convaincu qu'il ne croit pas que les journalistes sont des relais indispensables, contrairement à François Hollande. François Hollande pensait que tout doit passer par la presse, par les journalistes. Macron ne le croit pas. Les journalistes sont là, ils existent, mais franchement, s'il peut les contourner, il s'en porte aussi bien. Alors justement, on conclura là-dessus, parce qu'il avait, caressé l'idée de monter sa propre chaîne de télé. Ça, on en est où? Il n'en reparle plus, je ne sais. Il avait parlé d'un média, me semble-t-il, donc on ne savait pas exactement quelle forme ça allait prendre. Oui. Mélenchon va le faire, d'ailleurs, ces jours-ci. Mélenchon crée son média. Je ne sais pas du tout où en sont les plans du côté de l'Élysée. Comme journaliste, ça vous inquiète quand vous entendez ça, des politiques qui montent leurs médias? Que effectivement, le mouvement du président fasse un média. Enfin, ça sera un média militant, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment en concurrence avec les autres médias. Ça a toujours existé. Oui. Alors, il y a du renouvellement politique en France, on le voit avec Emmanuel Macron depuis quelques mois, mais aussi au Canada, où désormais, Justin Trudeau, 45 ans, fait figure de papy. Au printemps dernier, les conservateurs se sont choisis un chef de 38 ans, Andrew Scheer, 38 ans, lui aussi. Jack Meeting, il a été élu dimanche dernier à la tête du nouveau Parti démocratique. On vous le présente. Les résultats n'étaient même pas annoncés que déjà Jack Meeting était accueilli en vainqueur. Il est arrivé confiant et c'était justifié. Il est sorti gagnant au premier tour avec une majorité de près de 54% des voix. Aussitôt élu, le nouveau chef a lancé un appel à l'unité.
Imaginez ce qu'on pourrait faire de plus ensemble. Premier geste, rallier les adversaires déçus. Le deuxième, tendre la main aux Québécois. Je serai un allié dans la défense et la promotion de votre langue et votre culture. Jagmeet Singh devient le premier chef issu d'une minorité visible à diriger un parti fédéral. Et on rejoint à Montréal Manon Globensky. Bonjour Manon, vous êtes journaliste de longue date à Radio-Canada. Bonjour. Un grand merci à vous d'être avec nous en ce dimanche matin pour vous. Alors on l'a vu, Jagmeet Singh est jeune, il est beau, il est à la tête du 3e parti canadien. C'est un rival de taille pour le vieux Premier ministre Justin Trudeau. Oui, Justin Trudeau qui va avoir 46 ans à Noël, donc qui se retrouve le plus vieux parmi les 3 chefs des principaux partis. Jagmeet Singh, vraiment, peut-être plus que Andrew Scheer, le chef conservateur, vient chercher Justin Trudeau sur tout ce qui lui réussit, c'est-à-dire sa présence sur les médias sociaux, la question de l'image. Vous l'avez vu, Singh qui se promène fièrement avec son turban coloré, habillé, toujours tiré à 4 épingles. Donc, sur la question de l'image, vraiment, Jagmeet Singh et de la communication, Jagmeet Singh se bat sur exactement le même terrain que Justin Trudeau. Alors, Jagmeet Singh, vous le signaliez, est sikh. Cette religion venue d'Inde totalise dans les 300 000 personnes au Canada. Est-ce que cette élection signifie que les minorités au Canada trouvent leur place, y compris au plus haut niveau politique ? Il y avait déjà des Sikhs en politique. Il y en a eu un premier ministre de Colombie-Britannique. Il y a 4 Sikhs au sein du cabinet de Justin Trudeau. Les Sikhs sont très intéressés par la politique, surtout cette nouvelle génération donc de Sikhs, vous l'avez dit. Bon, peut-être qu'ils sont un peu plus près du demi-million maintenant, très actifs en politique et c'est une clientèle qui se répartit dans les 3 principaux partis politiques. C'est-à-dire qu'on retrouve des Sikhs à droite qui sont donc plus conservateurs, qui se retrouvent plus dans les idées de ce parti, des Sikhs au sein du Parti libéral, je le disais, et des Sikhs à gauche. Même si on a l'impression que cette religion, c'est une religion aux valeurs plus conservatrices, Jagmeet Singh, lui, incarne vraiment les Sikhs amoureux de valeurs progressistes. Il est pour l'avortement, pour le mariage gay, et il ne s'en cache pas. Donc, je le disais, c'est vraiment une clientèle très désirable, c'est Sikh, pour tous les partis politiques. Maintenant, vous restez avec nous. On va regarder cette une de Métro version Winnipeg. Le Canada est un endroit d'une générosité incroyable à côté de la photo de Jagmeet Singh. C'est le titre du quotidien. Jagmeet Singh qui fait, nous dit ce quotidien, évoluer l'image qui peut diriger, de qui peut diriger le pays. Est-ce qu'un profil comme celui-là pourrait arriver à la tête d'un grand parti en France, en Suisse, en Espagne? Je me tourne vers vous tous. Anne-Sophie ou Marc? Je crois d'abord, je veux dire que pour moi, c'est une expression du caractère exemplaire du Canada, dans la diversité, dans le multiculturalisme, dans l'intégration. Je ne crois pas qu'en France, ça soit possible, parce que regardez toutes les polémiques dramatiques qu'il y a eu dans ces pays à propos des signes musulmans, par exemple. Je ne crois pas qu'en France, ça serait possible pour un homme politique. Je pense qu'on a quand même des hommes politiques issus de la diversité. Dans le précédent gouvernement, il y en avait, Najat Vallaud-Belkacem, mais simplement, ce sont des gens qui s'intègrent vraiment avec les codes. Là. Ce qui est un peu frappant, c'est de voir, effectivement, avec son turban, c'est un peu venez comme vous êtes, c'est comme chez McDonald's. Donc voilà, si on partage un idéal commun, qu'on veut s'investir dans la vie publique, on reste un peu ce qu'on est. Tandis que nous, c'est vrai que nos minorités, il faut quand même qu'elles rentrent dans le moule, enfin de manière extérieure. Et en Suisse, Richard? Je pense qu'on en est encore loin, mais pas nécessairement. Alors dans le cas de la Suisse, pour des raisons, je dirais, de structure politique ou d'attitude politique vis-à-vis des minorités, c'est plutôt parce que les minorités que nous avons ne sont pas tellement engagées en politique. Je dirais que celles qui seraient le plus susceptibles, ce ne sont pas les Sikhs en Suisse, ça pourrait être les Kosovars, par exemple, qui sont la minorité la plus importante de Suisse. Il y a, me semble-t-il, peu de Kosovars intéressés en politique ou engagés en politique, mais la génération suivante, peut-être, y viendra. C'est possible. Manon, je me tourne vers vous, vous le soulignez tout à l'heure. Jagmeet Singh porte toujours son turban d'une couleur pop, il a toujours le poignard accroché à la taille. Au Québec, où les signes religieux apparents font l'objet de débats, est-ce que ça va passer ou ça va le desservir ?
C'est la grande question et j'allais dire donc il n'est pas sans controverse ce nouveau chef néo-démocrate, à savoir si ces signes religieux ostentatoires vont passer au Québec. Dans la course à la direction du parti, ça n'a pas vraiment été un enjeu, sauf justement avec certains députés du Québec qui sont très conscients que la victoire du NPD passe par des gains de sièges au Québec et ils se demandent donc si un leader comme Jagmeet Singh va réussir à convaincre. D'ailleurs, il y aura un premier test très bientôt puisqu'il y a une élection complémentaire dans une circonscription du Québec le 23 octobre. On y présente pour le NPD une candidate très intéressante qui s'était classée deuxième à l'élection générale. Donc, on va voir si l'élection de Jagmeet Singh joue un rôle ou pas dans cette élection complémentaire. Jagmeet Singh a toujours, dans sa carrière professionnelle, défendu les minorités. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a appris le français, c'est ce qu'il dit. Ça doit plaire au Québec, j'imagine. Absolument. Et je pense que c'est là où on va peut-être plus le découvrir, cette sympathie qu'il a pour les communautés, les peuples en situation minoritaire, cet amour qu'il a de la langue française. Il l'explique lui-même très bien. Alors là-dessus, c'est sûr qu'il va certainement réussir à au moins franchir les premiers obstacles. Les Québécois vont l'écouter. Dernière question, Manon. Les élections au Canada, c'est dans 2 ans. Il vient d'être élu. Quelle va être sa stratégie? Essayer de se faire élire au niveau fédéral ou mettre son parti en ordre de marche? On se rappelle que les dernières élections, ce n'était pas très bien passé pour son parti. Non, exactement. Son parti qui aurait pu finir deuxième, donc a terminé troisième avec seulement 40 sièges sur une Chambre des communes qui en compte plus de 300. Donc, et ils ont beaucoup de rattrapage à faire. Et les deux options sont tentantes pour Jagmeet Singh. Arriver à la Chambre des communes, donc affronter Justin Trudeau au quotidien, parce que vous savez, ici, on a une période de questions au gouvernement tous les jours que le Parlement siège. Ça peut être tentant, mais organiser son parti peut l'être autant. Le chef précédent, Thomas Mulcair, était très bon à la Chambre des communes pour poser des questions au premier ministre et pourtant, ça n'a pas empêché la déroute de la dernière élection générale. Donc, il n'a pas encore pris sa décision. Moi, j'ai l'impression qu'il va plutôt choisir de faire une grande tournée canadienne puisque la vraie campagne électorale, elle va commencer l'année prochaine. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous en direct de Montréal et on va vous retrouver très prochainement puisque je pense que d'ici à 2 ans et d'ici aux élections, tout ça va être passionnant à observer. Jagmeet Singh va-t-il être le sauveur de son parti? Réponse dans 2 ans. Merci Manon et bon dimanche à vous. Je vous propose qu'on termine cette émission comme toujours avec les dessins de Dilem qui passe en revue l'actualité avec son coup de crayon parfois un peu sévère, et vous allez le voir déjà avec ce premier dessin. Référendum pour l'indépendance de la Catalogne. La justice espagnole s'est prononcée en toute indépendance, déclare ce juge qui vient d'assommer un séparatiste avec son marteau. Tiens, le terroriste de 13h42 vient d'arriver, constate ces touristes. Dilem revient sur l'attaque au couteau qui a fait 2 morts dimanche dernier à la gare de Marseille en France. Je vais acheter une arme pour combien de personnes, demande ce vendeur. L'Amérique impuissante à nouveau devant les tueries de masse. Dernière en date cette semaine, des dizaines de morts et des centaines de blessés à Las Vegas. Et enfin, dernier dessin de Dilem. C'est nous que l'inventeur de la dynamite devrait récompenser, déclarent l'Américain Donald Trump et le Nord-Coréen Kim Jong-un. C'est une référence évidemment à Alfred Nobel qui effectivement a inventé la dynamite. Et le prix Nobel de la paix a été remis vendredi aux anti-nucléaires et ça vous fait beaucoup rire, Richard. Oui, parce que, effectivement, d'abord parce que c'est un beau geste du comité Nobel d'avoir, en ces temps de prolifération nucléaire, récompensé cette organisation qui lutte contre la prolifération. Mais en fait, il a assez raison. C'est eux, les deux, qui mériteraient non pas d'avoir le prix Nobel de la paix, mais le prix Nobel de la guerre ou du danger. Et un grand merci à Dilem pour tous ces dessins. Un grand merci à vous trois également d'être venus en plateau ce dimanche pour commenter la riche actualité. Merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète. On revient dimanche prochain, mais d'ici là, évidemment, vous ne nous oubliez pas sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des commentaires, on les attend avec beaucoup de plaisir. Excellent dimanche, à la semaine prochaine.